Salut, vous êtes nombreux qui n'étaient pas d'accord avec la sortie de John Kamchameni. Avant de vous livrer ce qu'il a dit, suivons plutôt ce que Maître Andis Koma, ce que Edith Kawala, la présidente de Stand Up for Cameroun, a l'échange secret que Edith Kawala a eu avec John Kamchameni alors qu'elle s'est rendue du côté du CED. Voilà, tout à l'heure on l'évoquait, vous avez rencontré Djokam Djameni. Oui. Il a été interpellé, c'est vrai, il y a quelques semaines, Oui. en compagnie de Alice Kane. Oui. Est-ce que vous avez également rencontré Alice Kane? Non, malheureusement, on n'a pas pu rencontrer Anissé Kane qui n'est pas au CED, il est à l'hôpital. Son état de santé n'était pas déjà très bonne avant l'arrestation. Et quand nous sommes arrivés au CED, ils nous ont informé qu'il est hospitalisé. Vous avez rencontré Djokam Djameni, qu'est-ce Oui. qu'il vous a dit, notamment sur ses conditions d'arrestation, de détention, ou même encore, revenez un tout petit peu sur les faits marquants et Non, même oui. choquants que vous avez... Oui. Alors, on a vu, comme je dis, on a vu, surtout pour ces leaders d'un certain niveau, que ce soit Djokam Djameni, que ce soit Anissé Kane, que ce soit Florence Ticho qui est à Newbel ici, que ce soit Assoua, Roger Assoua qui est syndicaliste, qui lui aussi a été arrêté à Yaoundé. Il y a eu un mode opératoire où ces personnes-là, dans la nuit, on ne comprend pas pourquoi dans la nuit, c'est des personnes connues, à des adresses connues, mais la police a choisi, les forces armées ont choisi de venir dans la nuit, cagoulés, armés jusqu'aux dents. C'est-à-dire, il y a l'un d'entre eux qui m'a dit il croyait que peut-être il y a un vendeur de drogue ou il y a un grand bandit quelque part dans le quartier. Et ils ont littéralement opéré des enlèvements. Anissé Kane et Djokam Djameni, par exemple, la nuit où ils sont arrêtés, nous, on a l'information qu'ils sont ici à Besseke. Mais en discutant avec lui, il me dit non, on n'a même pas passé une nuit à Douala. Donc, on les a mis dans les voitures. C'était très brutal. On les a mis dans la voiture direct pour Yaoundé. Est-ce que leur arrestation n'était pas justifiée dans la mesure où il y avait déjà des communiqués dans le sens d'appeler les Camerounais à manifester, à se lever? Est-ce que vous ne pensez pas que c'est dans ce sens, dans cette logique, que pour un climat d'apaisement et de stabilité et de sécurité, les responsables ou les autorités ont décidé d'interpeller ces deux personnalités? Et même peut-être sur la base de certains renseignements. Alors, première des choses, la manifestation, c'est un droit au Cameroun, protégé par la Constitution du Cameroun, jusqu'à preuve de contraire. Donc, il faut qu'on arrête de dire que parce que quelqu'un a appelé à manifester, ça justifie une arrestation. La manifestation est un droit dans la Constitution du Cameroun. Maintenant, si vous estimez que la personne n'a pas respecté, parce que c'est un droit qui est encadré par la loi. Donc, si vous estimez que cette personne n'a pas respecté les conditions légales, mais qu'est-ce qui empêche d'aller en journée? Monsieur Djokam Djameni, il est propriétaire d'une école. On est venu l'interpeller dans la nuit, bousculer les enfants, prendre les ordinateurs des enfants. Pourquoi tout ça? Pourquoi notre gouvernement se comporte on doit pouvoir faire la différence entre un gouvernement et un groupe terroriste. Ils ne doivent pas avoir le même comportement. Et s'il vous plaît, l'arrestation est encadrée au Cameroun. L'arrestation lui aussi est encadrée par la loi. Pourquoi le gouvernement ne respecte pas la loi quand il va pour arrêter les gens? Il faut qu'on arrête avec ça. Et tenez-vous tranquille, parce qu'ils se comportent comme ça. On voit justement des groupes armés, des bandits, qui les imitent, qui commencent à venir toquer chez les gens dans la nuit avec des cagoules, etc., etc. Il faut absolument que le gouvernement arrête ça. Donc vous pensez qu'à un moment, on aura une confusion entre les forces de l'ordre comment est-ce que vous faites la différence? et les bandits? Dans le mode opératoire. Dans le mode opératoire, comment est-ce que vous faites la différence? Des personnes cagoulées qui viennent dans la nuit, qui franchissent votre porte. Pourquoi on ne peut pas interpeller quelqu'un au Cameroun? Vous adressez une convocation à M. Djokam Djameni, il va venir. Vous adressez une convocation, il ne peut même pas fuir. C'est des personnes connues. Adressez une convocation à Anissé Kane. Allez chez le juge, obtenez un mandat d'arrêt. Il faut qu'on arrête. Le garant de la loi, c'est le gouvernement. Quand le gouvernement viole la loi, on est dans l'anarchie. Et on ne peut pas continuer comme ça. Et on ne peut pas nous dire qu'on fait ça au nom de... Comment l'apaisement, la paix est bâtie sur la justice. C'est la justice qui apporte la paix. L'injustice apporte le conflit. Et on a un gouvernement qui systématiquement, et je vous dis, ce mode opératoire, 2017, on l'a fait sur des milliers d'anglophones. 2018, on l'a fait sur des centaines
de Camerounais. Nous revoilà en 2010. Et ceux arrêtés en 2017, en 2018, certains sont encore en prison. Et vous recommencez en 2025 et vous parlez, vous osez prononcer le mot apaisement. Mais tout à l'heure, vous avez évoqué Edith Kawala également. Alors, John Kamchameni dit, le 12 octobre, les Camerounais, dans leur immense majorité, ont élu Issa Tiroma Bakary, candidat pour l'Union pour le changement, comme président de la République. Le refus du président sortant d'accepter sa défaite puissante a plongé le pays dans une crise post-électorale la plus grave de son histoire. Mal gérée, cette crise pourrait donc entraîner le pays dans un état de guerre civile, lavé qui détruira les fondements de notre nation. Devant l'irresponsabilité des jusqu'au-boutistes tapis dans l'ombre qui veulent à tout prix s'accrocher au pouvoir malgré leur déculotté électorale, l'Union pour le changement doit être responsable pour deux choses. Pour mieux permettre aux lecteurs de mieux comprendre ce qui va suivre, je souhaiterais décliner mon identité politique. Je combats le régime néocolonial, dictatorial et hyper centralisé en place depuis 1979. Quand il était encore dirigé par M. Amadou Ahidjo, l'accession au pouvoir de M. Biya n'a nullement atténué mon combat pour le bien-être des Camerounais. Depuis 43 ans, j'analyse méthodiquement les faits et gestes de mon adversaire politique. J'étudie avec attention ses silences et ses discours. J'ai donc appris à bien connaître le président sortant et, contrairement à beaucoup de ses opposants, j'arrive à anticiper avec une clarté de mieux en mieux maîtriser les prochaines manœuvres. Comme à l'accoutumée, j'ai lu et relu le discours d'investiture du 6 novembre 2025. Il a quelque chose de spécial. À quelques détails près, il est probablement la sortie la moins arrogante de Paul Biya depuis 43 ans de l'homme règne. Dans son allocution, il n'affabule pas ses opposants de tous les noms d'oiseaux. On n'y retrouve nulle part qui êtes-vous apprenti sorcier vendeur d'illusions. L'ex-président de la République se contente d'appeler ses adversaires des vendeurs d'illusions, politiciens irresponsables, ce qui est comparaison avec les autres qualificatifs résonne presque comme un compliment. Voici quelques morceaux choisis du discours du 6 novembre 2025. Je mesure pleinement la gravité de la situation que traverse notre pays. Je mesure la profondeur des frustrations, l'ampleur des attentes. Je voudrais tendre la main à tous et à chacun. J'en appelle donc à l'union sacrée. Joignez-vous à moi pour que nous puissions, ensemble, dans la paix et la concorde, relever les formidables défis auxquels notre pays est confronté. Je vous invite tous à prendre part à ce combat salutaire. L'heure est désormais au rassemblement. La main tendue est toutefois assortie d'une menace à peine voilée. Responsabilité de veiller à ce que l'ordre soit maintenu. Je peux vous assurer, l'ordre régnera. Le reste du discours est sans véritables intérêts. M. Paul Biya, c'est à son auditoire un catalogue de promesses creuses, ressassant du réchauffé rarement suivi. L'effet n'engageant que ceux qui y croient. Il faut noter toutefois qu'il évoque la guerre facticide du Nozo sans proposer aucune solution. L'ex-chef d'État décharge sa fonction de protecteur de la nation sur les chefs traditionnels des religions sinistrées. J'invite à cet égard les chefs traditionnels, les élites et les forces vives des régions affectées à s'engager plus qu'auparavant à la sensibilisation des membres des groupes armés afin qu'ils saisissent la main tendue du gouvernement et déposent les armes. On ne peut pas faire mieux en matière d'irresponsabilité politique. Il n'est pas moins vrai que la résolution de la crise anglophone et de la crise électorale va nécessiter de tous les protagonistes un grand sens de responsabilité pour éviter au Cameroun les conséquences qui pourraient être dramatiques. En effet, si la crise post-électorale n'est pas adressée avec intelligence et sagesse, la guerre lavée qui sévit depuis 8 ans dans le Nozo pourrait s'étendre dans la Damawa, le nord, l'extrême nord, l'ouest, le littoral, l'est, une partie du centre, particulièrement Yaoundé. Les politiciens responsables des deux bords doivent urgemment entrer en négociation. Un contact direct doit être établi entre M. Issa Tiroma Bakary et M. Paul Biya, qui contrôle les instruments de la violence légale.
une équipe de l'Union pour le changement et une équipe du RDPC doivent préparer la rencontre. Une médiation internationale sous l'égide de l'Union africaine accompagnée par les États-Unis et la Russie doit être initiée. Des négociations bien menées pourraient déboucher sur un gouvernement d'union nationale et la transition dirigée par un vice-président ou un premier ministre avec les pleins pouvoirs pour mettre en œuvre en 3 ans les grandes réformes proposées par le manifeste de la transition et de la refondation de l'UPC 2025. Entre autres, la libération immédiate et sans condition de tous les détenus politiques de la crise Tunoso et des crises post-électorales 2018-2025, tenue des assises nationales et des états généraux socio-professionnels, révision de la forme de l'État vers un fédéralisme contextualisé, légalisation de la double nationalité et intégration de la diaspora, modification du code électoral pour le rendre consensuel, transparent et équitable, l'organisation des élections générales à l'issue de la période de transition de 3 ans, y compris une élection présidentielle à 2 tours, une paix de braves. Aujourd'hui éviterait à notre cher et beau pays le scénario catastrophique suivant. Les partisans de Issa Chiroma avec Oussan Accord créent une branche armée qui lance des opérations de guérilla dans plusieurs régions du pays. Pris de panique, les partisans de Paul Biya organisent une révolution de palais ou un coup d'État. Une personne sans légitimité populaire prend le pouvoir à étudier, le peuple le rejette, le conflit s'enlise et se généralise. Après des milliers de morts, des millions de déplacés internes et des milliards de francs CFA de pertes pour l'économie, les belligérants s'associent enfin autour d'une table, s'asseoir enfin autour d'une table et négocier un gouvernement de transition qui aurait dû être formé 10 ans plus tôt. Que Dieu et les ancêtres préservent notre pays des désolations de la guerre civile, qu'il inspire tous ses fils et filles à trouver dans le dialogue des solutions idéales aux problèmes de l'heure. Oualimou Dionkam Tchameni, président du MDI et membre du présidium de l'UPC 2025. Alors, que pensez-vous de cette sortie de Dionkam Tchameni qui vous donne le portrait parfait de quoi va ressembler le Cameroun, une image à quoi peut ressembler le Cameroun si le gouvernement de Paul Biya refusait de coopérer. J'attends vos livres et à très bientôt.